Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un grand merci, avant de répondre à la question, au musée et théâtre romain de Lyon de m'accueillir aujourd'hui. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et donc effectivement, l'ambition de cette conférence est de proposer un éclairage sur un des pans des aventures de Bricus Maximus, dont vous avez peut-être suivi les péripéties donc au 2e étage, et notamment de commenter un épisode qui implique sa compagne Météla. Donc l'exposition part, vous l'aurez compris, d'une trame fictive. Bricus Maximus n'existe pas, c'est un personnage de fiction. Néanmoins, les aventures de Bricus Maximus et de ses proches, s'appuient sur des aspects bien réels de la vie des Romains. Et donc, c'est sur un de ces aspects que j'aimerais aujourd'hui m'attarder. C'est la visite de la compagne de Bricus Maximus, Météla, à un sanctuaire de guérison pour soigner une pathologie oculaire. Et cet épisode va nous permettre d'envisager les modalités du soin des hommes et des femmes de l'Antiquité romaine, et puis de nous concentrer dans un deuxième temps sur la question du corps et de la santé des individus de sexe féminin en particulier. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'il vous serait possible de nous brosser un tableau rapide des conditions hygiéniques et sanitaires dans la société romaine ? Effectivement, avant de rentrer dans cette question du parcours de soins des hommes et des femmes de l'Antiquité, quelques rappels fondamentaux sont nécessaires concernant les conditions hygiéniques et sanitaires de l'Antiquité, puisque, vous le savez, ce sont des sociétés qui ignoraient toutes nos conditions de médication contemporaine. Évidemment, pas de vaccination à cette époque-là, pas de médication moderne de type antibiotique. Donc, évidemment, l'absence de ces médications modernes implique une situation hygiénique et sanitaire tout à fait particulière et tout à fait négative, comme vous pouvez le deviner. Les sources, c'est-à-dire les documents sur lesquels les historiens s'appuient pour écrire l'histoire de l'Antiquité, ne nous permettent pas de reconstituer de manière précise un état démographique de la situation de la Rome de l'Antiquité. On n'a pas de statistiques précises des morts, des naissances pour cette époque-là, tout simplement parce qu'il n'existe pas, ou du moins ne nous sont pas parvenus, de registres de naissance, de registres de mariage, de registres de mort. Néanmoins, des historiens spécialistes de démographie ont quand même essayé tenter certaines reconstitutions de la structure démographique de ces périodes à l'aide de données qui sont disponibles pour l'époque moderne. Alors ça ne doit pas vous étonner, puisque la période moderne offre l'avantage de donner des sources qui peuvent permettre de reconstituer des données démographiques, c'est-à-dire qu'il y a des registres de baptême, il y a des registres de mort, donc ça donne des indications un petit peu plus précises que pour l'Antiquité, et ça a l'avantage d'être une période qui est antérieure à la transition démographique, donc qui, du point de vue de la démographie, est relativement comparable à l'Antiquité. Pas identique, mais relativement comparable, ce qui permet aux historiens spécialistes de la démographie, et notamment aux historiens de l'Antiquité, à partir de ces schémas valables pour l'époque moderne, d'essayer de bâtir des modèles pour l'Antiquité, même si, évidemment, nous n'avons pas de chiffres précis. Donc, dans l'Antiquité, la mort est une réalité omniprésente. C'est une réalité omniprésente qui joue véritablement profondément avec les esprits, qui affecte profondément et constamment les vies des individus. C'est un morceau de la vie, du cours naturel des choses, auquel les individus sont absolument habitués. C'est une réalité très très importante à réaliser et il faut bien se représenter le fait que la société romaine de l'Antiquité est un monde essentiellement de jeunes. C'est un monde véritablement de jeunes gens. La mortalité infantile est certes très élevée, mais le nombre de naissances est très très élevé également.
Alors pour vous donner quelques chiffres, encore une fois, ce sont des chiffres qui sont à prendre avec des pincettes, ce ne sont pas des statistiques assurées, ce sont des reconstructions, mais qui permettent d'avoir un ordre d'idée. On estimait qu'un enfant sur 4 n'atteignait pas l'âge d'1 an et que seul un enfant sur 2 atteignait l'âge adulte. Donc pour vous montrer un petit peu l'importance de cette mortalité infantile. Néanmoins, on a quand même affaire à un monde de jeunes. On estime grossièrement que 1/3 de la population de ces sociétés avait moins de 15 ans. Alors pour vous donner un ordre d'idée, dans les pays dits en développement actuellement, on estime que ça tourne plutôt autour de 19%. Donc 1/3 en dessous de 15 ans dans ces sociétés de l'Antiquité, pour aujourd'hui 19% dans des sociétés de pays dits en développement. De l'autre côté de la vie, à l'inverse, on estime que 7% des anciens avaient plus de 60 ans. Donc vous voyez que c'est une structure démographique qui est tout à fait particulière. Donc pour ces sociétés pré-industrielles, on estime que la mortalité infantile tournait autour de 200-300 pour 1000 naissances, ce qui est absolument considérable. Donc j'insiste lourdement, mais c'est vraiment une réalité qu'il faut avoir bien en tête avant de commencer à parler des questions de santé et du parcours de santé des individus de ces sociétés. Avant l'âge de 5 ans, 45% des enfants étaient morts. Donc on a une mortalité infantile qui est vraiment extrêmement importante. L'espérance de vie à la naissance est relativement faible, elle tourne autour de 25 ans. En revanche, si on atteint l'âge de 5 ans, on peut espérer vivre autour de 40 ans. Donc ce qui vous montre bien que franchir le cap de la petite enfance n'est absolument pas anodin. Dès lors que l'on a franchi le cap de la petite enfance, on peut espérer vivre de façon jusqu'à un âge du moins un peu plus avancé. La mortalité en couche était extrêmement importante aussi, tout comme la mortalité masculine à des moments de conflit, par exemple. Il y a beaucoup de moments guerriers dans ces sociétés, ce qui implique une mortalité masculine très, très importante également. Donc une mortalité très importante, une espérance de vie relativement basse, et évidemment, si on ajoute à ça les conditions sanitaires et d'existence de l'époque, ça n'arrange pas les choses. Donc pour donner un dernier chiffre, il est vraisemblable que 90% des familles comptaient 2 enfants vivants en même temps ou moins. Donc vous voyez beaucoup d'enfants qui naissent, mais en même temps, les familles ne sont pas très très importantes. Tant il y a de morts, il n'y a pas beaucoup de frères et sœurs qui coexistent en même temps au sein d'un foyer. Alors les raisons de ces taux de mortalité élevés, en particulier chez les nourrissons, sont assez évidentes. J'ai évoqué pour les femmes la mortalité en couche, mais évidemment, les femmes ne sont pas les seules à mourir au moment de l'accouchement, les enfants également. Mortalité à la guerre, essentiellement pour les hommes, mais pas seulement. Récurrence des pathologies infantiles, vous l'aurez compris avec les chiffres de la mortalité infantile, les pathologies infantiles sont vraiment extrêmement meurtrières. Il n'y a pas de vaccin comme aujourd'hui pour toutes ces pathologies, donc elles tuent de façon extrêmement importante. Évidemment, fréquence des épidémies et puis toujours des conditions de vie extrêmement difficiles et des conditions sanitaires déplorables. Donc ce sont autant de phénomènes finalement auxquels les médecins de l'Antiquité étaient confrontés. Et bien souvent, à cette époque-là, le médecin est impuissant. Il est impuissant face à la maladie, il est impuissant face aux blessures. Et donc le médecin, une fois que la santé est perdue, une fois que la blessure est survenue, il essaie de faire ce qu'il peut, mais son action, finalement, elle est aussi très importante en amont, en matière de prévention. Et donc, dans les textes médicaux, vous avez beaucoup de développement sur la prévention et sur comment garder une bonne santé. Puisque dès lors que l'on a perdu la santé, il est parfois difficile pour le médecin de la rétablir. Donc le recours au médecin existe, mais son discours se concentre bien souvent sur la préservation et la conservation de la santé pour éviter d'avoir à la rétablir.
Donc dans ces sociétés anciennes, et notamment dans le monde romain sur lequel je vais me concentrer, eh bien, vous allez avoir une multitude d'acteurs du soin. Des médecins, bien entendu, mais ils ne seront pas les seuls à intervenir dans ce domaine. Et les patients de l'Antiquité, c'est ce qu'on va voir ensemble durant cette conférence, eh bien, pouvaient construire un parcours de soins personnel en fonction de leurs besoins, de leurs espérances, mais aussi de leurs moyens. Donc les malades eh bien, pouvaient voir un médecin, donc recourir à la médecine dite rationnelle, mais pouvaient aussi aller au temple, comme c'est le cas de Météla, pour essayer eh bien, de solliciter les dieux, donc c'est avoir recours à la médecine divine, ou bien encore eh bien, de consulter des guérisseurs ou de porter des amulettes pour essayer de rétablir la santé, c'est ce qu'on appelle la médecine magique. Ces trois chemins thérapeutiques n'entraient pas nécessairement en concurrence les uns avec les autres. Ils pouvaient être sollicités par le patient de façon isolée, mais aussi de façon concomitante en fonction eh bien, de la situation de chacun. Les patients eux-mêmes sont bien conscients des limites de l'art médical et ils savent qu'ils doivent mettre le maximum de chances de leur côté. Tout comme les médecins, qui sont bien conscients de ne pas pouvoir agir devant toutes les situations et qui n'empêchent pas nécessairement leurs patients eh bien, d'avoir recours à la médecine des temples ou à la médecine dite magique. Il s'agissait vraiment de mettre toutes les chances de son côté pour rétablir la santé. De toute façon, dans le monde romain, la profession médicale n'est pas réglementée. Donc, apparaît comme médecin celui qui se prétend tel, parce qu'il n'y a pas de diplôme qui sanctionne un parcours. Il y a bien sûr des écoles, il y a des structures d'apprentissage de l'art médical, mais il n'y a pas de diplôme normé. Et donc, toute personne se pensant qualifiée dans les arts de la santé eh bien, peut se dire guérisseur ou médecin. Donc, on a un monde romain qui pullule de guérisseurs, de médecins, de magiciens en tout genre, qui s'adonnaient avec plus ou moins de talent à la guérison des maladies. Alors, vous avez évoqué trois chemins de soins, la médecine rationnelle, la médecine divine, la médecine magique. Et donc, dans ce contexte, quelles étaient les possibilités offertes aux malades pour se soigner ? Alors le problème est très complexe puisque chaque cas ou presque est particulier et singulier. Et donc les réponses à cette interrogation eh bien, sont multiples. Et pendant très très longtemps, le problème était d'autant plus complexe que les chercheurs ont étudié la question au prisme de nos propres considérations contemporaines sur la question médicale. Et donc ont plaqué certaines de nos réalités, certaines de nos façons de penser sur le monde romain, induisant finalement des biais. Les chercheurs ont cloisonné pendant très très longtemps les trois itinéraires médicaux que je vous ai mentionnés, médecine rationnelle, médecine religieuse, médecine magique, alors que dans l'Antiquité, ces trois chemins n'étaient pas nécessairement cloisonnés et encore une fois, on pouvait y recourir eh bien, de façon tout à fait concomitante ou parallèle ou bien successive, mais il n'y avait pas de cloisonnement dans ces différents types de soins. La recherche récente est revenue donc sur ces biais qui avaient pendant un temps touché l'étude de ces questions. Et aujourd'hui, eh bien, on a réévalué cette question et on fait parfaitement le point sur le caractère eh bien, tout à fait poreux entre ces différents types de médecine. On a une chercheuse qui s'appelle Cécile Nissen qui a mis en évidence eh bien, une véritable stratégie du soin propre à chacun en fonction eh bien, de critères variés et qui a étudié ces trois stratégies du soin et les a décrites. Alors elle parle tout d'abord dans son livre intitulé Entre Asclépios et Hippocrate de la médecine divine, qu'elle définit de la façon suivante. Elle nous dit que la médecine divine recouvre l'activité des cultes des guérisseurs au sens large,
depuis la conception des dieux en tant qu'auteurs des maladies, jusqu'à la confiance dans les pouvoirs guérisseurs des divinités implorées afin d'obtenir la guérison, notamment via la méthode de l'incubation lors des visites dans leur sanctuaire. Alors ici, on a une question qui est tout à fait intéressante, parce que pour une frange de la population, la maladie, voire l'infirmité, eh bien, était envoyée par les dieux comme une manifestation de leur colère ou comme une forme de châtiment. Et si les dieux peuvent provoquer les maladies, eh bien, il est logique dans la pensée ancienne qu'ils sont aussi en capacité eh bien, de les soigner. Donc vous avez tout un système médical qui s'est développé dans le cadre religieux avec des sanctuaires eh bien, qui sont spécifiquement dédiés à la question du soin et où les fidèles pouvaient se rendre afin de solliciter la grâce divine et de retrouver la santé. Donc c'est l'option qui est évoquée dans l'exposition du musée et théâtre romain, puisque Météla va au sanctuaire et va solliciter le dieu pour obtenir sa guérison. Une fois au sanctuaire, les patients, comme Météla, eh bien, pouvaient solliciter l'aide du dieu, notamment en ayant recours à un rite particulier qui est le rite de l'incubation. Le rite de l'incubation consistait à dormir dans le temple pour le patient et lors de cette sieste dans le temple ou de cette nuit dans le temple, eh bien, il pouvait arriver que le patient voit en rêve eh bien, comment il pouvait soigner sa maladie. Et au réveil, le lendemain, eh bien, vous aviez des médecins ou des thérapeutes ou des prêtres qui, dans le temple, eh bien, appliquaient le remède vu en rêve par le patient et le patient pouvait être ainsi guéri. Ou alors, deuxième solution, eh bien, c'est le dieu lui-même qui, pendant le sommeil, guérissait, soignait le patient. Et de la même façon, eh bien, le lendemain matin, le patient était guéri. Et en remerciement, eh bien, il pouvait offrir ce qu'on appelle un ex-voto. Ce sont ce type d'objets qui peuvent prendre la forme de ce type d'objets pour remercier la divinité de la grâce obtenue. Donc ici, sur l'écran, je vous ai mis des exemples d'ex-voto dits anatomiques, c'est-à-dire en forme de partie du corps, qui pouvaient être donc déposés à la divinité en remerciement de la guérison de la partie du corps représentée, ou qui pouvaient également être déposés pour demander la guérison. Ça pouvait à la fois symboliser le remerciement ou la demande de la grâce. Donc soit la partie du corps guérie, ou quand vous avez des ex-voto qui représentent par exemple des oreilles, le sens est plus ambigu. On se demande si c'est pour la guérison d'une pathologie des oreilles, ou alors si c'était une demande pour la divinité d'entendre, d'écouter la prière du malade. Donc vous avez cette première forme d'itinéraire du soin qui peut être suivie par les patients, et les divinités guérisseuses et les sanctuaires de guérison à travers le monde romain étaient extrêmement nombreux. Vous avez vraiment beaucoup de sanctuaires de guérison dans le monde romain. Deuxième possibilité de parcours de soins, si on suit la thèse de Cécile Nyssen, c'est la médecine scientifique ou rationnelle, qui est définie comme correspondant à l'activité des médecins qui, héritiers des vues hippocratiques, font appel à leur raison et non aux mythes et à leurs dieux pour expliquer les causes des maladies et proposer des traitements adaptés, recourant selon les cas à des interventions chirurgicales, des remèdes pharmacologiques ou encore à la diététique. Donc deuxième solution, plus traditionnelle à nos yeux, si je puis dire, eh bien, c'est d'aller tout simplement consulter les médecins. À partir d'Hippocrate, donc on est à l'époque classique, à partir du 5e, 4e siècle avant notre ère, la médecine devient rationnelle. Les médecins essaient de rationaliser les causes des maladies. Et à partir donc des médecins grecs, les médecins pensent que ce ne sont plus les dieux qui envoient les maladies, mais que celles-ci ont des causes naturelles. Et donc ils vont essayer
de chercher des solutions tout aussi naturelles pour traiter les maladies. Dernier itinéraire du soin, pardon, il n'y a pas de slide pour celui-ci, c'est la médecine dite magique qui se proposait de soumettre des forces mystérieuses, en partie divines et démoniques, par le biais de pratiques bien spécifiques, comme le recours aux incantations ou aux amulettes. Alors tous ces choix n'étaient pas incompatibles, encore une fois, les uns avec les autres. On a longtemps séparé ces trois voies du soin, mais en réalité, les anciens ne les cloisonnaient pas du tout. Et un même patient pouvait recourir, selon ses besoins, selon ses espérances, selon ses moyens, successivement ou parallèlement à tous ces types de soins. On a notamment la trace de médecins qui officiaient dans les temples. Donc il n'y a vraiment pas de cloisonnement entre ces différents types de médecine. Et on se rend compte qu'un certain nombre de temples de guérison se situaient à proximité des grandes écoles médicales. On a des sources qui nous disent qu'il y avait des grandes écoles de médecine, notamment en Asie mineure, à Kos, à Pergame. Ce sont aussi des cités où on retrouve de très très grands sanctuaires de guérison. Donc ces différents types, ces différents chemins de soins ne sont absolument pas cloisonnés les uns par rapport aux autres, puisque les praticiens de l'Antiquité sont tout à fait conscients des limites de leur art, voire de leur impuissance, et donc encouragent les patients finalement à mettre toutes les chances, quelles qu'elles soient, de leur côté. Les médecins ne peuvent pas tout guérir, et donc si recourir à une amulette, recourir au Dieu fait du bien aux patients, alors il n'y a aucun problème. Et ils encourageaient même leurs patients à recourir à cela et à mettre toutes les chances de leur côté pour obtenir la guérison. Alors, en ce qui concerne peut-être plus particulièrement les femmes, y avait-il une médecine ou une attention spécifique qui leur était accordée? Alors, oui et non. Oui, parce que le corps des femmes est bien perçu différemment de celui des hommes dans les théories hippocratiques. Pour faire simple et synthétique, les théories hippocratiques considèrent que tous les êtres humains sont pensés comme constitués de 4 fluides ou humeurs. C'est la médecine hippocratique qui a été en vigueur jusqu'au 19e siècle, encore très récemment si je puis dire. Donc 4 fluides, 4 humeurs, bile jaune, bile noire, sang, flegme ou pituite, dont l'équilibre garantit la bonne santé. C'est l'équilibre entre ces différentes humeurs qui garantissait la bonne santé des individus, mais cet équilibre n'est pas pensé comme identique d'un individu à un autre et pas identique non plus entre les hommes et les femmes. Donc les humeurs sont associées aux 4 éléments, eau, terre, air, feu, et qui sont eux-mêmes associés à des qualités qui sont le chaud, le froid, le sec et l'humide. Dans cette pensée, les hommes sont plutôt considérés de nature sèche et chaude, tandis que les femmes sont plutôt considérées de nature froide et humide. Donc les théories hippocratiques font une nette différence d'essence entre le corps des hommes et le corps des femmes. Aristote va même plus loin, puisqu'il considère le féminin comme un bien nécessaire à la survie de l'espèce, mais il dit que la femelle est déjà finalement une forme de monstruosité et que le corps, féminin et masculin ne sont pas équivalents. Donc je vous ai mis ici 2 extraits rapides des œuvres d'Aristote pour vous matérialiser un petit peu sa pensée de façon très concrète. Aristote nous dit que le tout premier écart, c'est la naissance d'une femelle au lieu d'un mâle. Mais que cette naissance, elle est nécessitée par la nature, car il faut sauvegarder le genre des animaux où mâles et femelles sont distincts. Et il ajoute, les femelles sont par nature plus faibles et plus froides, et il faut considérer leur nature comme une défectuosité naturelle. Donc le corps des femmes est perçu différemment de celui des hommes, mais cela n'influe finalement que ponctuellement sur la thérapeutique. Dans la plupart des traités médicaux, les remèdes, les préconisations de soins sont donnés de manière générique et indifférenciée quant au sexe du malade. Les différences de thérapie entre hommes et femmes ne sont la plupart du temps que ponctuelles.
En revanche, il y a bien un domaine de la vie et du corps des individus de sexe féminin qui fait bel et bien l'objet d'une attention toute particulière, c'est le domaine de la sphère génitale et de la reproduction. Dans ce domaine-là, l'attention des médecins et de la société en général est particulièrement importante. Et donc, quelles sont les recommandations des médecins dans ce domaine et pourquoi une telle insistance? Alors, le corps des femmes est vraiment sujet à toutes les attentions dès lors qu'il est à considérer dans le cadre qui lui est assigné par la cité, c'est celui de donner naissance à de futurs citoyens. Alors, on prendra ici en considération, pour des questions de temps, uniquement le cas des femmes libres et des femmes de citoyens. Les sociétés anciennes redoutent le phénomène de l'oliganthropie, c'est-à-dire le manque d'hommes, le trop petit nombre littéralement d'hommes. Et donc l'un des soucis des communautés est donc d'assurer leur pérennité. Pour ce faire, il y a une véritable incitation à la procréation et les sources rapportent que dès les premiers temps de la République romaine, alors pour situer les choses chronologiquement, la République romaine, c'est traditionnellement 509 jusqu'en 27 avant notre ère. Et on a, dès le début de cette période, des textes qui nous relatent le propos de magistrats qui, dans leur discours, essaient de convaincre leurs concitoyens de se marier pour le bien de la cité et d'engendrer de nouveaux citoyens. Et dans ce cadre, il n'est pas rare que les célibataires soient fustigés de manière assez importante. À la période impériale, donc à partir de 27 avant notre ère, ces encouragements à la procréation prennent même la forme d'un véritable arsenal législatif, puisque les empereurs successifs instaurent des pénalités pour les célibataires et les couples sans enfants. Des pénalités notamment pour les questions d'héritage. Ils sont pénalisés dans la question des héritages. Et des avantages, à l'inverse, pour les couples qui ont au moins 3 enfants. À titre d'exemple, l'un des avantages, c'était l'accélération de la carrière politique pour les pères de plus de 3 enfants qui aspiraient à une carrière politique. Faire des enfants était un acte d'intérêt public, mais pas seulement. Au sein même des familles, il s'agissait d'un devoir indispensable. Dans les familles riches, un héritier, c'était quelqu'un à qui transmettre un nom, un patrimoine, des cultes familiaux. Donc c'était très très important. Pour les plus pauvres, une descendance était aussi essentielle, puisque vous le savez, il n'y avait pas tous nos systèmes de protection sociale actuels, et donc il n'y a pas de retraite, par exemple. Et donc la seule possibilité dans les familles les plus modestes de pouvoir cesser de travailler avant sa mort, c'est d'avoir des enfants pour s'occuper de soi. Donc chez les plus riches comme chez les plus pauvres, en dehors de l'intérêt civique, pour la communauté, il y avait aussi un intérêt personnel à faire des enfants. Donc il y a véritablement une pression sur les femmes pour qu'elles procréent. Et donc le premier devoir social qui était assigné aux femmes, c'était de se marier pour donner des enfants légitimes à leur mari et de nouveaux citoyens à la cité. Une fois que les femmes étaient placées dans les liens du mariage, tous les regards se portaient sur leur ventre pour guetter le moment où celui-ci allait s'arrondir. Les médecins, et je vais peut-être résumer un texte de Soranos d'Éphèse, les médecins insistent lourdement sur le fait d'épouser une épouse féconde et qu'il faut absolument reconnaître l'épouse qui pourrait être féconde. Donc vous avez des conseils de médecins aux citoyens pour essayer de leur permettre de trouver une épouse qui leur donnera des enfants. Donc ici un texte qui est peut-être un peu long et je vois que le temps passe, donc je vais peut-être le résumer. Vous avez Soranos d'Éphèse qui a écrit un traité sur les maladies des femmes, donc c'est un traité très très important qui décrit ce qu'il appelle les maladies des femmes, mais en vérité, ce sont surtout des conseils pour tout ce qui relève de mener à bien une grossesse, de tomber enceinte et des maladies spécifiquement de la sphère génitale, donne des conseils pour essayer de trouver la femme la plus apte à procréer.
Donc on nous dit que cette femme, eh bien, elle ne doit pas être d'allure masculine, elle ne doit pas être trop charnue, elle ne doit pas être non plus amollie à l'excès ou d'un tempérament aqueux. Bref, on nous donne toute une série de critères qui permettraient, selon le médecin, de reconnaître la femme la plus apte eh bien, à donner des enfants à son mari. Ces conseils, nombreux, s'accompagnaient également de propositions de tests pour savoir eh bien, si la jeune fille avec laquelle on projetait de se marier était capable ou pas de concevoir. Alors on a dans les textes des tests qui permettent eh bien, d'indiquer la fécondité ou pas d'une femme. Et ces tests eh bien, devaient sans doute la plupart du temps se révéler positifs, puisqu'il s'agissait en fait de suppositoires qu'on insérait dans le vagin. Et on considérait que si les ingrédients qui avaient servi à confectionner le suppositoire eh bien, remontaient, leur odeur remontait jusqu'à la bouche de la jeune femme, eh bien celle-ci était féconde. Mais ce qui nous pousse à dire que dans quasi 100% des cas, le résultat était positif, eh bien, c'est que les substances utilisées pour faire ces suppositoires étaient des substances très, très odorantes. Donc, il y avait quand même de grandes chances, quand vous insériez ces suppositoires dans le vagin d'une jeune femme, que ça sente très, très fort et qu'on ait l'impression que ça remonte jusqu'à la bouche. Donc, on conclut en général dans le monde de la recherche, les spécialistes, les archéologues, les historiens, concluent que très certainement, dans 100% des cas, le test devait révéler des femmes non stériles. En revanche, ce que l'on ne sait pas, c'est la fréquence avec laquelle on pratiquait ces tests. On a les recettes de ces tests dans les textes, mais on ne sait pas si véritablement eh bien, ces tests étaient pratiqués de façon systématique auprès des jeunes romaines. Sans doute pas, sans doute pas. Et si ces tests étaient pratiqués, c'était vraisemblablement surtout chez des femmes d'un certain rang. Dans tous les cas, la stérilité est quelque chose qui fait vraiment peur, puisque le devoir social de la femme est de procréer, mais les médecins devaient sans doute être bien en peine de diagnostiquer la stérilité. Quoi qu'il en soit, dès que celle-ci est suspectée, eh bien, on déploie tout un arsenal thérapeutique visant à favoriser la conception et qui, là encore, recoupe tous les domaines dont on a déjà parlé, le médical, le religieux et le magique. Puisque la stérilité est un phénomène particulièrement redouté et c'était sans doute la menace qui était considérée comme la plus impérieuse sur le corps des individus de sexe féminin. Donc vous avez vraiment dans les textes médicaux eh bien, de très très nombreuses recettes qui cherchent à faire venir les règles, puisque dans la pensée des anciens, les règles sont le signe de la fécondité. Donc dès lors qu'il y a un problème de cycle menstruel, qu'une femme n'a pas ses règles de façon régulière, eh bien on cherche à remédier à ce problème-là, parce que pour les anciens, vous savez qu'aujourd'hui médicalement c'est pas tout à fait le cas, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais pour les anciens, ne pas avoir ces règles ou ne pas les avoir de façon très régulière, eh bien c'était un problème, et que les règles étaient un signe de fécondité. Donc on cherche à les faire venir par tous les moyens, des remèdes, des amulettes, ou encore des ex-voto, qui vont eh bien, essayer de remédier au problème. Ici, je vous ai mis un ex-voto en forme d'utérus, donc qui pouvait symboliser des formes de vœux multiples. Ça pouvait être la venue des règles ou une maladie utérine, ou bien encore le souhait d'avoir un enfant, donc de remplir cet organe. Une femme stérile, c'est une femme qui était considérée par les anciens comme en quelque sorte, je suis désolée, c'est un peu brutal, mais c'est ce qui ressort de la pensée ancienne, comme en quelque sorte inutile. Elle ne pouvait pas remplir le devoir qui lui avait été assigné par la société. Néanmoins, les anciens savaient pertinemment bien que la stérilité n'était pas nécessairement féminine. Ils avaient identifié, ils connaissaient la stérilité masculine. Néanmoins, les conséquences sociales de la stérilité étaient toujours
porté par les femmes. On pouvait divorcer pour cause de stérilité et en général, c'était la femme qui faisait les fruits d'un tel divorce. Donc les anciens ont beau savoir que scientifiquement, les hommes peuvent être responsables de la stérilité, ce sont les femmes qui ont porté les conséquences sociales. Les conseils médicaux ne s'arrêtaient pas à la possibilité d'identifier la femme féconde. Toutes les étapes de la fabrique d'un enfant faisaient l'objet de recommandations de la part des médecins. Il y a vraiment des recommandations et des conseils pour absolument tout ce qui touche aux différentes étapes de la fabrique d'un enfant, si je puis dire. Le moment de l'accouplement, que ce soit le moment de la journée ou le moment de l'année, faisait l'objet de conseils. La position de cet accouplement faisait l'objet de conseils. Les pratiques alimentaires qui le précédaient faisaient l'objet de conseils. La condition physique des partenaires faisait l'objet de conseils. Tout devait être sous contrôle, vérifié, afin de maximiser les chances de conception. Et une fois cette femme enceinte, est-ce que la tension diminue? Eh bien, pas vraiment. Parce qu'une fois la femme enceinte, il faut qu'elle mène sa grossesse à terme. Donc, la tension ne se relâche pas. Et la pression sur les femmes devait vraiment être importante en ce qui concerne la maternité. Et c'est donc certainement avec joie, mais aussi avec angoisse, qu'elle devait constater les premiers signes d'une grossesse. La joie d'avoir pu satisfaire à leur devoir social, et donc peut-être le moment effectivement où la pression se relâche un peu, mais en même temps l'angoisse, puisque la grossesse et ses suites sont des dangers qui guettent aussi la femme, puisque les fausses couches sont extrêmement nombreuses et les morts en couche sont extrêmement importantes également. Les conseils des médecins perdurent donc une fois la grossesse constatée pour tout mettre en œuvre afin de la mener à terme dans les meilleures conditions qui soient. Il fallait veiller à avoir une bonne alimentation, à faire des exercices adéquats qui ne mettent pas en péril le fœtus. Et donc ici encore, les ex-voto pouvaient symboliser les vœux d'une grossesse qui se déroulerait bien. Et donc, les ex-voto qu'on peut trouver au sein des sanctuaires pouvaient à la fois symboliser le souhait d'une guérison de maladies utérines, le souhait d'une grossesse, et une fois que la grossesse était là, aussi le fait qu'elle se déroule bien. On pouvait aussi s'en remettre à la magie pour protéger le corps enceint, et vous avez quantité de gemmes, d'amulettes qui ont pu parfois aider les futures mères à soulager certaines de leurs appréhensions. Par exemple, certains de ces objets avaient pour but de protéger l'utérus et son précieux contenu. Donc vous avez ici sur l'écran une gemme de protection utérine, qui représente un utérus. Alors en fait, cette gemme, donc c'est un bijou qui était monté en bague, cette gemme, elle représente un utérus de façon symbolique. En fait, vous avez ici la représentation d'une ventouse médicale. Donc l'espèce de forme bombée que vous avez, c'est en fait une ventouse médicale qui était utilisée par les médecins, notamment lors des saignées. Et cette ventouse médicale, symboliquement, elle représente également l'utérus. Et donc vous avez ici des filaments qui partent de cette ventouse et qui représentent les ligaments qui sont censés retenir l'utérus dans l'abdomen de la femme. Et juste en dessous, vous avez cette espèce d'instrument à dents avec une molette qui symbolise une clé. Et donc vous avez ici une représentation magique qui symbolise un utérus qu'on voudrait fermer à la clé, donc on pourrait contrôler en quelque sorte, afin qu'il s'ouvre et qu'il se ferme au moment opportun. Qu'il s'ouvre une première fois pour recueillir la semence masculine et qu'on le ferme ensuite le temps de la grossesse pour ne pas laisser échapper finalement le fœtus avant qu'il ne soit
mûr en quelque sorte et qu'il ne puisse sortir sous la forme d'un bébé. Et puis vous avez cette image qui est représentée entourée d'un serpent qui se mord la queue, qui est un signe également magique de protection. Donc ce genre de bijoux était aussi porté pour avoir un effet rassurant sur les futures parturiantes afin d'essayer de protéger l'utérus et son contenu. Parce qu'on imaginait dans les sociétés anciennes que l'utérus était menacé par des entités démoniques qui se matérialisaient la nuit et qui venaient insuffler des substances nocives qui menaçaient finalement le fœtus et contre lesquelles ces amulettes pouvaient être portées en guise de protection. Alors comment se déroulait l'accouchement ? Il était redouté. Je pense que je ne vais étonner personne en disant qu'il était redouté tant pour la femme que pour l'enfant. La femme accouche habituellement sous la surveillance d'une ou plusieurs sages-femmes, ou du moins d'une femme expérimentée du voisinage ou de l'entourage, qui va essayer de l'aider pour que tout se passe au mieux. Et on accouche sur un siège obstétrical. Donc ici, vous avez une représentation d'un monument funéraire d'une sage-femme qui a fait représenter sur son monument funéraire une scène d'accouchement. Et donc on voit que la parturiante est sur un siège obstétrical. Donc on accouchait sur ce type de siège. On redoute véritablement que la femme ne ressorte de l'accouchement enlaidie, estropiée ou ne meure au cours de celui-ci. Et on a dans les textes des craintes quant à l'issue de l'accouchement. Donc je vous ai mis ici un texte d'un poète qui s'appelle Stas et qui exprime ses craintes quant à l'accouchement imminent de sa compagne. Donc je vous résume le texte pour gagner un tout petit peu de temps. Il implore en fait les divinités pour que la délivrance, l'accouchement de sa compagne se passe au mieux, et il rappelle à quel point sa compagne est belle et à quel point il a peur que l'accouchement n'endommage cette beauté. La mortalité en couche, je le disais, était également extrêmement courante. Donc il y a vraiment une appréhension de ce moment. Appréhension que l'on retrouve dans le cadre religieux parce qu'on a vraiment beaucoup de divinités qui protègent ce moment de l'accouchement et ses suites immédiates. Je ne vais vous donner que quelques exemples parce qu'il y a vraiment beaucoup de divinités, mais vous avez vraiment une divinité protectrice pour chaque moment de l'accouchement. Par exemple, la divinité Lucine, donc c'est celle qui donne la lumière. Lux, c'est la lumière en latin. Donc Lucine, c'est celle qui donne le jour. Elle protège la délivrance, elle assiste à l'accouchement et elle protège la venue au jour de l'enfant. Vous avez une divinité qui s'appelle Vaticanus. Vaticanus, lui, il protège le premier cri de l'enfant. Parce qu'on considère que le premier cri de l'enfant est absolument fondamental chez les anciens pour attester de sa viabilité. Donc vous avez une divinité spécifique qui protège ce premier cri. Levana, qui protège le moment où la sage-femme va soulever l'enfant de terre pour indiquer son intégration dans la famille. Donc il y a vraiment une divinité qui protège tous ces moments autour de l'accouchement, qui montrent à quel point ces moments étaient redoutés à la fois pour la femme et pour l'enfant. Donc l'accouchement se faisait sous la responsabilité de sages-femmes et finalement l'aide du médecin, qu'il soit homme ou femme, n'était requise, semble-t-il, que de façon ponctuelle, en particulier si les choses tournaient mal. L'accouchement est un moment particulièrement périlleux, à la fois pour l'enfant et pour la mère, et qui peut donc avoir une issue fatale, on l'a dit, pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux. Et cela impliquait parfois le recours à des gestes médicaux périlleux. Par exemple, la césarienne, qui n'était pratiquée que sur les parturiantes décédées pour essayer de sauver l'enfant. On ne pratiquait pas la césarienne à Rome dans l'Antiquité sur les femmes vivantes, c'était uniquement sur les femmes décédées lors de l'accouchement pour essayer de sauver encore l'enfant s'il pouvait l'être.
À l'inverse, si on se rendait compte bien, que la femme allait y passer et qu'on voulait essayer de la sauver et que l'enfant, en revanche, lui, n'allait pas survivre, on pouvait recourir à l'embryotomie, c'est-à-dire à la découpe de l'enfant in utero pour essayer bien, de sauver la mère. On en a peut-être un exemple au Royaume-Uni, à Poundbury, où on a retrouvé les restes d'un bébé découpé. Et l'absence en association du corps de la mère laisse présager qu'elle a peut-être survécu à cet accouchement qui s'est mal passé. Donc s'il n'est pas fatal, l'accouchement peut aussi parfois s'avérer difficile et causer bien sûr un handicap pour la mère ou le bébé ou les deux. Alors peut-être juste rapidement, est-ce qu'on peut connaître d'autres pathologies spécifiques aux femmes ? Oui. Alors, de manière générale, les textes, en ce qui concerne les femmes, se focalisent sur la sphère génitale. Pour ce qui est de pathologies plus générales, les textes font rarement une différence entre les hommes et les femmes. Soranos d'Éphèse, dans son traité sur les maladies des femmes, ne dit d'ailleurs pas autre chose. Lorsqu'il s'interroge sur la possibilité d'affections spécifiquement féminines, il répond que ce qui est spécifiquement féminin, finalement, c'est le développement du fœtus, sa mise au monde, la lactation ensuite. Mais pour le reste, il ne fait pas vraiment de différence entre les hommes et les femmes. Néanmoins, la recherche récente permet pour nous d'en savoir un petit peu plus sur des pathologies, si ce n'est spécifiquement féminines, qui du moins touchent de façon plus particulière les femmes. On a un exemple qui a été étudié dans une nécropole au Royaume-Uni concernant l'ostéoporose. On a un échantillon qui a été étudié par un anthropologue britannique qui met en évidence chez une communauté de femmes des 3e et 4e siècles de notre ère des signes d'ostéoporose associés, donc une masse osseuse assez faible, associée à des fractures qu'on met en lien chez les patientes actuelles, des fractures typiques du poignet, de la hanche, qui, chez les patientes actuelles souffrant d'ostéoporose, sont mises en évidence. Et on a ces mêmes signes dans un échantillon d'une nécropole britannique du Lincolnshire, donc qui nous permet d'étudier des pathologies pas spécifiquement féminines, puisque les hommes peuvent aussi être touchés par l'ostéoporose, mais majoritairement, ce sont quand même les femmes qui en souffrent. Donc l'archéologie nous permet de mettre en lumière un petit peu ces questions, effectivement. Dans notre exposition, Métella, donc la compagne de Bricus Maximus, se rend au sanctuaire de Genainville pour essayer de guérir d'une pathologie oculaire. Est-ce que celle-ci était fréquente à l'époque ? Très fréquente, très très fréquente. En fait, il faut se remettre dans le contexte du temps. On considère toujours, encore une fois, je le répète, mais c'est fondamental, des sociétés sans médication moderne, mais aussi sans dispositifs médicaux avancés. Les lunettes n'existent pas. De sorte que tout ce qui est amétropie, qu'on corrige aujourd'hui de façon facile finalement avec des lunettes et des lentilles, voire parfois en ayant recours à la chirurgie, n'était pas curable dans l'Antiquité. Donc les personnes avec des déficiences visuelles devaient être extrêmement nombreuses, puisque dès lors que vous étiez, par exemple, myope de façon un petit peu importante, aujourd'hui, ça ne vous pose pas nécessairement de problème. Dans l'Antiquité, c'était un problème, puisque pas de correction de type lunettes. Donc chez les Romains, il n'y a pas de mesure, d'échelle de mesure, si je puis dire, qui va de la vision pleine à la cécité, comme dans nos sociétés, où la norme est plutôt une vue plus ou moins parfaite, avec ou sans correction. Et finalement, bon nombre de personnes qualifiées d'aveugles dans les textes anciens n'étaient sans doute pas
malvoyante ou aveugle ou touchée par des cécités, et dans nos sociétés auraient été parfaitement voyantes finalement, avec une petite correction de type lunettes. Donc les défauts d'accommodation qu'on corrige aujourd'hui de façon très simple, eh bien, étaient indubitablement beaucoup plus problématiques dans ces sociétés. Évidemment, s'ajoute à cela eh bien, toutes les pathologies qui pouvaient toucher l'œil, dont un certain nombre d'infections néonatales qu'on traite aujourd'hui de façon très simple par quelques gouttes de solution au nitrate d'argent après la naissance. Toutes ces pathologies-là eh bien, n'étaient pas traitées non plus. Et donc, il y avait un certain nombre d'infections qui touchaient les bébés dès la naissance et qui engendraient des cécités. Donc tout cela fait que dans les traités de médecine antique, la médecine de l'œil a une place tout à fait importante. Il y a beaucoup de recettes qui essaient de traiter l'œil dans les écrits médicaux, mais aussi dans les traités des naturalistes de l'époque. L'archéologie a aussi démontré l'importance de la question, et là encore, il n'y a pas de séparation entre médecine rationnelle, médecine religieuse, magique. Comme Météla, eh bien, des patients pouvaient se rendre au temple pour guérir leurs maux oculaires. Ils pouvaient y espérer le secours des dieux, mais aussi eh bien, y rencontrer des médecins qui officiaient parfois dans les temples. Et là encore, eh bien, de telles démarches donnaient lieu au dépôt d'ex-voto. Donc, je vous ai mis ici 2 ex-voto qui figurent dans l'exposition. Vous avez un ex-voto oculaire et puis cette tête, ce portrait féminin aux yeux bandés. Donc on pouvait tout à fait retrouver ce type d'objet pour demander une grâce ou encore une fois remercier les dieux d'une grâce et en l'occurrence de la guérison d'une pathologie oculaire. Alors les recettes sont nombreuses, je ne vais pas entrer dans le détail, il y a vraiment beaucoup de recettes. On a aussi des outils chirurgicaux de l'époque, il y avait une chirurgie oculaire à l'époque. Les textes nous décrivent notamment l'opération de la cataracte. Alors il est toujours très difficile quand on lit les traités médicaux de l'époque de savoir si les gestes décrits étaient effectivement pratiqués ou pas. Donc une façon de reconstruire un petit peu l'effectivité de la pratique d'un geste, c'est de confronter ces textes à ce que l'on trouve en archéologie. Et donc on a des trousses de médecins ocularius, c'est-à-dire d'ophtalmologistes finalement. Et dans ces trousses de médecins oculaires, eh bien, on a des aiguilles à cataracte qui laissent présager que bien, effectivement, on pouvait avoir recours à l'opération de la cataracte. Alors la plupart du temps, vous avez des aiguilles comme celles qui sont projetées sur l'écran, qui sont des aiguilles pleines, et qui laisse sans doute présager d'une opération par abaissement ou broiement du contenu opaque du cristallin. Mais on a aussi, au niveau archéologique, dans les années 1970, fait une découverte tout à fait singulière à Montbelay, en Saône-et-Loire, dans la Saône, où on a retrouvé des aiguilles à cataracte creuses avec un dispositif qui semble montrer la possibilité d'une extraction. Alors ça nous a tout particulièrement intéressés parce que les textes ne parlent pas d'opération de la cataracte avec extraction. On a des descriptions d'opération de la cataracte, mais c'est toujours par abaissement ou par broiement. Et donc là, on a un objet qui est un unicum archéologique. À ma connaissance, on n'en a pas d'autres, qui montre que peut-être, il y avait aussi la technique de l'extraction qui était déjà connue, bien qu'elle ne soit absolument pas mentionnée dans nos sources littéraires. Autre outil du médecin oculiste qui ne figure pas dans les textes et qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est ce qu'on appelle des cachets d'oculistes. Alors là, j'en ai vu un tout à l'heure en bas dans les collections permanentes du musée. Ces cachets d'oculistes, ce sont en fait des espèces de tampons qui pouvaient servir aux médecins à tamponner des médicaments solides
qui vont pouvoir avoir une utilisation différée. Donc, vous avez des médecins oculistes qui préparent des collyres solides qui vont par la suite pouvoir être dilués et appliqués, mais dont on peut différer l'utilisation, qu'on peut garder et transporter avec soi. Et pour savoir ce qu'il y avait dans ces médicaments, les médecins utilisaient ce système de tampons. Donc, ce sont des petites pierres sur lesquelles étaient gravées des inscriptions qui permettaient de savoir ce qu'il y avait dans le collyre, et donc on pouvait en différer finalement l'utilisation. Alors qu'est-ce qu'on peut lire sur ces petites pierres ? En général, un nom propre, donc composé du nom avec peut-être l'initiale du prénom et éventuellement le surnom, soit du fabricant du collyre, soit du concepteur de la recette. Le nom du collyre lui-même, alors nommé d'après une qualité, un ingrédient ou son usage thérapeutique. Le nom de l'affection ou de la maladie qu'on voulait guérir, et puis de façon plus ou moins facultative, comment utiliser le produit, son mode d'emploi, par exemple à diluer dans de l'eau ou à diluer dans du blanc d'œuf. Alors ces inscriptions, elles pouvaient contenir toutes ces indications. Certaines sont beaucoup plus simples et ne contiennent que le seul nom du remède. Ici, je vous ai mis un exemple du Musée national de Saint-Germain-en-Laye, où vous avez donc ce petit cachet à collyre qui se propose, avec de l'huile de myrrhe et du sucre de baumier, de soigner les obscurcissements de la vue, selon une recette attribuée à Quintus Valerius Sextus. Et la face B, donc, qui est la photo ici, proposait un remède au ver de Gaius Vitalis Amanio. Alors c'est une mention un peu symbolique parce que le ver était considéré comme très bénéfique pour l'œil. Je vous remercie.